Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle plongée analytique. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui, personnellement, m'a donné quelques sueurs froides. Salut Sam, oui, je te confirme que les sources qu'on a épluchées pour préparer ça sont, assez vertigineuses. C'est le mot. Pour ceux qui nous écoutent, l'objectif d'aujourd'hui, notre mission, c'est d'explorer une connexion vraiment troublante. On a rassemblé des documents très récents, donc un rapport parlementaire britannique de 2026 sur la biométrie, des données brutes de la police londonienne et l'histoire d'un certain Sean Thompson. Ouais, une histoire très concrète de 2024. Exactement. Et on va connecter tout ça avec un vieux parchemin littéraire, un roman d'anticipation écrit en 1920 par un ingénieur soviétique complètement oublié. Et le but, c'est de comprendre comment ce livre centenaire a pu décrire non pas la technologie de 2026, mais vraiment la psychologie exacte de la surveillance de masse qu'on vit aujourd'hui. Et c'est ça qui est fascinant. Il ne s'agit pas juste de dire «Oh, la technologie, c'est mal». Notre cadre analytique, ici, c'est vraiment de décortiquer comment la disparition de notre espace privé, ce concept de transparence forcée, modifie profondément le comportement humain. C'est exactement ça. C'est comme si on avait découvert les conditions générales d'utilisation de notre société moderne, mais rédigées à la plume il y a plus d'un siècle. Très belle image. Mais avant de plonger dans le passé, je pense qu'il faut vraiment qu'on ancre le sujet dans notre réalité immédiate. Ouais. Commençons par Croydon. Février 2024. Il y a cet homme, Sean Thompson. C'est un bénévole d'ailleurs, engagé contre la criminalité à l'arme blanche. Donc un citoyen modèle, quoi. Tout à fait. Il marche tranquillement dans ce quartier de Londres. Et là, en une fraction de seconde, il se retrouve ciblé, encerclé et arrêté par la police métropolitaine. Pourquoi? Parce qu'il a croisé la route d'une technologie qu'on appelle la reconnaissance faciale en direct, le fameux LFR. Le Live Facial Recognition, ouais. Concrètement, comment cette machine fonctionne, au point de commettre une erreur pareille et d'arrêter un innocent? Alors, c'est un flux vidéo qui est analysé en temps réel. La caméra capte la foule, isole chaque visage et va cartographier des dizaines de points géométriques super précis. Genre la distance entre les yeux, ce genre de truc? Voilà. La distance entre les yeux, la courbe de la mâchoire, la profondeur des pommettes, ça transforme le visage de la personne en une signature numérique unique. Et instantanément, l'algorithme va comparer ça avec une base de données de criminels recherchés. Donc la machine scanne Sean Thompson, elle fait ses petits calculs géométriques et bam, elle signale une correspondance. Sauf que les données de nos sources montrent un vrai problème dans ce mécanisme. L'algorithme a fonctionné ici avec un seuil de confiance réglé à 0,8. Et ça, il faut vraiment l'expliquer, parce que 0,8, ça paraît très abstrait. Oui, c'est une métrique mathématique. Moi, la façon dont je le vois, c'est comme demander à un videur de boîte de nuit d'être sûr à seulement 80% de reconnaître quelqu'un dans l'obscurité avant de le virer manu militari. L'analogie du videur est parfaite. Si tu blesses ce fameux seuil, ton videur devient hyper paranoïaque. Il va arrêter plein de gens qui n'ont rien fait, juste au cas où. Et le pire, c'est que ce réglage entraîne des conséquences catastrophiques. Nos documents montrent un taux de faux positifs de 9,9% pour les femmes noires. Quasiment 10% d'erreurs. Comment on explique ça? Eh bien, c'est la façon dont ce videur virtuel a été éduqué en fait. Les modèles d'intelligence artificielle sont entraînés sur des bases de données photographiques immenses. Mais, historiquement, ces bases contiennent une écrasante majorité de visages blancs. Ah, donc le système manque juste de références pour les autres couleurs de peau. Précisément. Et techniquement, la caméra repose beaucoup sur les contrastes lumineux pour calculer la profondeur des traits. Sur une peau plus foncée, surtout avec la lumière un peu aléatoire d'une rue de Londres en plein hiver, les contrastes sont beaucoup moins marqués pour l'objectif. Donc l'algorithme a moins d'infos. C'est ça. Et au lieu de dire je ne sais pas, je ne suis pas sûr, la machine se met à deviner. Résultat, le taux d'erreur explose d'abord pour les femmes noires, puis pour les hommes noirs, alors qu'il reste extrêmement faible pour les hommes blancs. Sean Thompson a physiquement été privé de liberté à cause d'un biais dans un jeu de données d'entraînement. C'est classant. Mais attends, je dois t'arrêter là. Parce que dans le rapport du Home Office de 2026 qu'on a épluché, il y a un chiffre qui me rend fou. 64%. 64% de la population britannique soutient le déploiement de ces caméras. Oui, une majorité claire. Mais comment c'est possible? Si le système arrête des innocents à cause de biais techniques évidents et que, cerise sur le gâteau, il n'y a même pas de cadre légal dédié, parce que c'est bien écrit dans le rapport, on est dans un vide juridique total. Pourquoi la majorité réclame ça? C'est vraiment le cœur du phénomène. Pour comprendre ça, il faut regarder l'échelle de déploiement. En 2024, rien qu'en Angleterre et au Pays de Galles, on parle de 4,6 millions de visages scannés. Et les bases de données sont colossales.
plus de 16 millions de visages pour la police et 45 millions dans la base des passeports. C'est énorme, c'est quasiment toute la population. Exactement. Et comme il n'y a pas de loi stricte pour encadrer ça, l'intégration se fait à une vitesse folle. La justification, c'est l'urgence sécuritaire. Les gens acceptent volontiers de déléguer leur droit à l'anonymat, leur liberté de circuler sans être tracés à une simple équation. En échange d'un sentiment de sécurité, en fait. Voilà, on accepte le filet de pêche en se persuadant qu'il n'attrapera que les mauvais poissons. Quand tu vois que 74% des gens approuvent ça, on doit vraiment se demander à quel moment un filet de sécurité se transforme en une nasse qui capture tout le monde indistinctement. C'est la grande question. Et l'ironie dans tout ça, c'est que cette soumission volontaire à une équation, le fait de trier les bons et les mauvais citoyens mathématiquement, ça n'a pas été imaginé par un futurologue de la Silicon Valley. Non, pas du tout. Ça a été théorisé, mais à la perfection par Yevgeny Zamyatin. Et alors lui, son parcours de vie, c'est un roman à part entière, ça défie toute logique. Totalement. C'est un profil exceptionnel. Yevgeny Zamyatin naît en 1884 dans l'Empire russe. Il est fils d'un prêtre orthodoxe et d'une pianiste. C'est un homme brillant avec un esprit très analytique qui devient ingénieur naval. Sauf qu'à l'époque, la Russie bouillonne. On est à l'aube des révolutions. Exactement. Lors de la révolution de 1905, qui a échoué, il s'engage à fond avec les bolcheviks. Il milite, il est tabassé, mis à l'isolement et finalement exilé. À ce moment-là, il croit dur comme fer à la destruction de l'ordre impérial russe. Mais là où l'histoire devient complètement folle, c'est en 1916. Le gouvernement russe, qui se méfie pourtant de lui, l'envoie en Angleterre, à Newcastle. Pourquoi? Pour superviser un projet industriel colossal, la construction des premiers brise-glaces de l'Empire. Oui, des navires immenses comme le Saint Alexandre Nevski. Imagine un peu la scène. Zamyatin, le révolutionnaire exilé qui utilise son génie d'ingénieur pour concevoir ces monstres d'acier. Le but, c'était d'écraser la banquise pour maintenir les routes commerciales russes ouvertes pendant la Première Guerre mondiale. C'est une image tellement puissante. Oui. Et pendant qu'il est là-bas, il observe la société britannique. Il la trouve industrielle, froide, hyper mécanique. Et au même moment, en 1917, la vraie révolution russe éclate. Donc il rentre au pays, j'imagine qu'il se dit « ça y est, on a gagné, c'est la révolution pour laquelle j'ai risqué ma vie ». C'est ce qu'il croit. Mais il déchante très très vite. La bureaucratie totalitaire soviétique prend la place de l'idéalisme. L'individualité commence à être broyée. C'est là que je trouve l'analogie fascinante. Voici un ingénieur qui construisait des navires massifs pour fracturer la glace physique. Mais face à ce nouveau régime, il décide de prendre la plume pour fracturer l'illusion de cette utopie politique. C'est une très belle façon de le formuler. Et c'est comme ça qu'en 1920, au beau milieu du chaos et de la guerre civile russe, il écrit son chef-d'œuvre. Le roman s'appelle « Nous autres » ou « Oui » en anglais. Un livre qui va lui attirer de sérieux problèmes. Ah oui, les autorités soviétiques ont tout de suite compris la menace. C'est carrément le tout premier livre à être interdit par le Glavlit, l'organe de censure de l'État soviétique. Le manuscrit a dû être sorti clandestinement du pays pour être publié à New York en 1924, puis en France en 1929. Et en Russie, il n'est publié qu'en 1988, après l'effondrement de l'URSS. Il est mort en exil à Paris bien avant ça. Mais alors, plongeons dans l'univers de ce roman. Parce qu'en tant qu'ingénieur, Zamyatin a eu une idée de génie pour concevoir la prison ultime. Oui, il a imaginé une société au XXVIe siècle dirigée par ce qu'il appelle l'unique État. Et sa trouvaille architecturale, c'est d'avoir supprimé les murs opaques. C'est ça. Dans l'unique État, chaque bâtiment, chaque appartement est construit en verre transparent. Il pousse la logique industrielle à son paroxysme. L'intimité n'existe littéralement plus de manière physique. Tout est visible depuis la rue. Et cette transparence architecturale, c'est le reflet parfait de la déshumanisation psychologique de la société. Dans ce monde, les citoyens n'ont plus de prénom ou de nom de famille. Ils sont désignés par des consonnes et des numéros. Le narrateur, c'est D503, c'est ça? Exactement. D503, c'est un constructeur de vaisseaux spatiaux. Et la femme qui va un peu le pousser à la rébellion, c'est I330. Ils ne portent pas de vêtements personnels, ils ont tous les mêmes uniformes, les unifs. Une société totalement standardisée. Tout le monde se lève à la même seconde, marche au pas dans la rue, porte la cuillère à sa bouche au même instant. La singularité est une maladie. Et ils sont surveillés en permanence par le bureau des gardiens, une sorte de police secrète sous les ordres du grand chef, le bénéfacteur.
Et il y a ce concept glaçant au centre de tout qui s'appelle l'équation du bonheur. Oui, l'Uniqueta a une théorie mathématique. Ils expliquent que la liberté et le bonheur sont mathématiquement incompatibles. Donc, pour être parfaitement heureux, il faut être parfaitement soumis. Il n'y a pas d'alternative. Et si quelqu'un commence à avoir des idées divergentes, s'il sort de l'équation, Alors là, la punition est radicale. On t'envoie sous la cloche pneumatique pour être dévitalisé. En gros, on te réduit chimiquement en une flaque d'eau pure et un petit tas de cendres. c'est expéditif. Très. Mais au-delà de cette exécution physique un peu spectaculaire, ce qui est brillant, c'est l'analyse sociologique de Zamiatine. Il décrit la quintessence de ce qu'on appelle le panopticon. C'est un concept crucial pour comprendre notre rapport à la technologie aujourd'hui. Alors, le panopticon, si je résume bien la mécanique psychologique, c'est l'idée que le pouvoir absolu ne réside pas dans la force brute. Enfin, c'est pas obliger quelqu'un avec une arme. C'est plutôt de créer une architecture, comme une prison circulaire par exemple, où le prisonnier se dit qu'il peut être regardé à n'importe quel moment par un gardien situé au centre. C'est ça, sans jamais pouvoir vérifier s'il est réellement observé à cet instant précis. Voilà. Et du coup, la personne intériorise tellement cette surveillance qu'elle devient son propre gardien. Exactement, c'est l'illusion de l'omniscience. Zamiatine, en bon ingénieur des systèmes, avait compris que la violence physique, l'exécution sur la place publique, ça coûte cher, hein. Oui, et ça crée des martyrs. Absolument, ça génère de la rébellion. Par contre, si l'individu sait qu'il peut être vu à chaque seconde à travers les murs en verre de son salon, il va réguler son comportement de lui-même. L'obéissance devient un acte involontaire, un réflexe de survie intériorisé. Ce qui est vraiment captivant ici, c'est que dans ce monde tout en transparence, l'acte de rébellion, ce n'est pas de fabriquer une bombe ou de prendre les armes. Le simple fait de fermer les stores de chez soi, ou peut-être juste de fermer les yeux, devient une rébellion. C'est un acte de haute trahison. Dans le roman, ils ont le droit de baisser les stores quelques minutes par jour, uniquement pour des rapports sexuels validés par l'État. Mais s'isoler visuellement en dehors de ça, c'est attaquer l'équation du bonheur. S'isoler, c'est revendiquer un secret. Oui, et pour l'État, un secret, c'est une graine d'anarchie. C'est une réflexion d'une modernité folle pour 1920. Ce qui amène une question assez évidente sur notre culture populaire. Si cette vision correspond si parfaitement à notre monde de caméras et de bases de données, pourquoi est-ce qu'on utilise le mot orwellien et jamais zamiatianien? Ah, ça, c'est l'histoire classique. C'est l'un des plus grands vols littéraires de l'histoire moderne. Quand on lit nos sources sur ce point, c'est désarmant. En janvier 1946, George Orwell, qui travaille pour le magazine britannique Tribune, tombe sur une édition française de Nous autres. Il écrit une critique dithyrambique, il trouve ça génial. Et bizarrement, 3 ans plus tard, il sort son livre. Voilà, 1949. Orwell publie 1984. Et c'est pas juste une petite inspiration, il a fait un copier-coller magistral. Pour utiliser une analogie un peu piquante, c'est comme dans la tech. Zamiatine a inventé le prototype dans son garage intellectuel avec des câbles qui dépassent, et Orwell est arrivé avec une meilleure équipe marketing et un design plus épuré pour rafler la mise. La comparaison est cruelle, mais franchement, les calques sont indiscutables. Le bureau des gardiens de Zamiatian, ça devient la police de la pensée chez Orwell. Le bénéfacteur omnipotent, Orwell en fait Big Brother. Même le narrateur. D503 écrit un journal intime en cachette au péril de sa vie, et Winston Smith, le héros de 1984, commence le roman en faisant exactement la même chose. Et les fameux télécrans d'Orwell qui observent les gens chez eux, ce n'est qu'une traduction technologique des murs de verre de Zamiatine. Il faut aussi mentionner Aldous Huxley d'ailleurs. Avec le meilleur des mondes. Oui, publié en 1932. Une société sous le contrôle du soma, une drogue euphorisante, Huxley a toujours juré ses grands dieux qu'il n'avait jamais lu Zamiatine, mais son idée de bonheur chimique imposé, c'est l'héritier direct de l'équation du bonheur. C'est clair. Orwell, au moins, a été honnête en reconnaissant l'influence du livre russe. Mais alors, pourquoi Zamiatine a-t-il été oublié? C'est juste parce qu'Orwell était anglophone et connu? Il y a de ça, le contexte d'après-guerre a aidé, mais c'est surtout une question de style littéraire. Zamiatine, il écrivait d'une façon très complexe. Sa prose est hachée, poétique, pleine de métaphores cubistes et d'équations qui coupent le texte. C'était un auteur d'avant-garde. Pas très grand public, quoi. Pas du tout. Orwell, lui, c'était un journaliste. Il utilisait une écriture déclarative, claire, implacable. Il a rendu la dystopie hyper accessible, facile à digérer pour le grand public. Il a vulgarisé la terreur d'une certaine manière.
C'est exactement ça. Mais là où Zamyatin reste supérieur, et là où sa vision de 1920 se connecte si violemment avec notre fameux rapport de 2026, c'est dans la psychologie. Orwell, il nous alerte sur la dictature politique venue d'en haut. Zamyatin, lui, a décortiqué l'autocensure volontaire. Oui, parce qu'en 1920, la notion même de vie privée, le fait d'avoir sa propre chambre, c'était encore nouveau. On vivait entassé. Mais Zamyatin avait compris que le fait d'avoir un espace intérieur, des pensées secrètes, c'est vital. C'est ce qui fait notre humanité. D'ailleurs, il y a un moment clé dans le livre, avec le héros, D503, qui illustre ça. Quand il commence à avoir des pensées indépendantes, à ressentir des émotions non validées par l'équation, il ne se réjouit pas. Il ne crie pas « liberté », il panique complètement. Il est terrifié. Oui, il court chez le médecin de l'État en disant « J'ai un problème, je crois que j'ai développé une âme, soignez-moi ». Il est brisé par la seule conscience de ne plus être transparent. Ce qui l'angoisse, ce ne sont pas les gardiens qui vont le punir. C'est sa propre incapacité à être un rouage parfait. Il supplie qu'on lui ampute cette part de lui-même. Et c'est là que le parallèle avec la reconnaissance faciale de 2026 nous frappe de plein fouet. Les bâtiments en verre de 1920, aujourd'hui, ce sont les bases de données et les caméras à Croydon. Le videur virtuel qui a scanné Sean Thompson opère avec la même froideur que le bénéfacteur. La frontière entre la sphère publique et privée a été effacée, et on l'a acceptée. La grande leçon de tout ça, c'est que la transparence forcée, contrairement à ce qu'on entend souvent, ne prévient pas la tyrannie. Tu sais, cet argument du « si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre ». Oh oui, l'argument classique. Eh bien, la transparence forcée est la tyrannie en soi. Elle remplace la contrainte de la police par l'autocensure. Les citoyens, aujourd'hui, s'assurent d'eux-mêmes que leurs données, leurs trajets, leurs achats s'alignent avec ce que l'algorithme attend d'eux. On ne voit plus la cage, parce qu'on l'a joliment renommée. On l'appelle sécurité, on l'appelle modernité. Mais alors, la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on a encore besoin d'un dictateur aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on a simplement construit notre propre unique état algorithmique en acceptant ces technologies ? C'est le triomphe absolu de l'équation sur l'humain. On n'a pas besoin de Big Brother si on est tous d'accord pour brancher les caméras nous-mêmes. Zamyatin avait vu juste. On finit par aimer l'algorithme qui nous réduit à l'état de données. C'est fou. Si on récapitule notre parcours d'aujourd'hui, c'est assez vertigineux. On est parti de l'arrestation injuste et absurde d'un bénévole à Londres en 2024, une erreur mathématique. De 9,9%, oui. On a remonté le temps jusqu'à un ingénieur naval soviétique en 1920 qui a construit des brise-glaces avant d'imaginer une prison de verre. On a vu comment ces idées ont été digérées par Orwell pour façonner nos pires cauchemars culturels et on réalise que ces avertissements n'ont servi à rien puisqu'on déploie ces systèmes sous couvert de sécurité. L'architecture de la surveillance moderne repose vraiment sur notre soumission psychologique. La technologie n'est qu'un outil. Et ça nous amène à une dernière réflexion pour aller juste un peu plus loin que nos sources. C'est quelque chose que je vous laisse, pour ceux qui nous écoutent. Si, en 2026, la simple présence d'une caméra LFR nous pousse déjà à modifier notre façon de marcher, à lisser notre comportement pour ne pas alerter l'algorithme, que va-t-il se passer avec la prochaine étape ? Qu'est-ce que tu as en tête, Sam ? Imagine le jour où l'intelligence artificielle ne se contentera plus de scanner l'identité d'un Shoei Thompson. Le jour où elle commencera à déduire nos pensées non exprimées. Si la machine croise nos micro-expressions faciales, le rythme de notre cœur pris à distance la dilatation de nos pupilles et qu'elle déduit notre niveau de colère ou de désaccord avant même qu'on ait ouvert la bouche. Le Minority Report de l'émotion. C'est ça. Si la machine sait ce qu'on ressent avant nous, la notion même de secret intérieur va complètement disparaître. Nos pensées ne seront plus à nous. On deviendra définitivement des simples numéros transparents, prisonniers derrière ce verre que Zamyatin redoutait tant. Et le roman de 1920 ne sera plus une prophétie. Ce sera notre mode d'emploi quotidien. C'est une perspective effrayante, mais tellement logique. On vous laisse méditer là-dessus. Un immense merci pour votre attention aujourd'hui. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée analytique. Salut! À bientôt!